En dernière heure, on apprend que ces trois mineurs qui étaient coincés dans une mine pendant à peu près une soixantaine d'heures, ça se passait dans le nord de la Colombie-Britannique, ben, ils ont finalement pu être secourus. Rodolphe Rossini est analyste politique, chroniqueur également à la Joute et au bilan. Bonjour Rodolphe. Bonjour Alexandre. Quel soupir de soulagement hein, quand même. Oui, au moins on se réveille ce matin avec une bonne nouvelle. Finalement, ces trois mineurs on l'avait appris de la bouche du premier ministre de la Colombie-Britannique. C'était en pleine conférence de presse durant la fin de la conférence des premiers ministres qu'il y avait ces trois mineurs. Et là, maintenant, bonne nouvelle, ils ont été secourus hier soir. Donc oui, je voulais en tout cas souligner ça. Je peux pas imaginer ce qu'ils ont vécu comme ça, d'être pris sous terre. Mais en tout cas, on va commencer le week-end avec une bonne nouvelle. Ces trois mineurs ont été secourus. Ouais, ce qu'on nous dit, c'est qu'ils sont en bonne santé, étaient même de bonne humeur lorsqu'ils sont sortis. C'est rassurant dans les circonstances. Puis d'ailleurs, l'entreprise a précisé que les trois avaient accès là, quand même à de l'air, à de l'eau, à de la nourriture et qu'ils étaient dans une chambre de refuge. Mais on peut comprendre là, que juste le fait d'être pris sous terre, quand même que tu as accès là, aux biens de première nécessité, ils ont dû trouver ces 60 heures très, très longues. Maintenant, Rodolphe, le point sur toute la question de l'hébergement pour les demandeurs d'asile, on a le chiffre. Ottawa a dépensé 2,6 milliards de dollars depuis 2020. Oui, et ça, c'est un dossier qui continue, puis ça fait les nouvelles de temps en temps. Et je voulais vous en parler un tout petit peu ce matin parce que oui, ce chiffre maintenant est sorti, puis c'est quand même un chiffre qui frappe. 2,6 milliards de dollars, ça veut dire qu'ils ont été dépensés pour des frais, surtout d'hébergement, et puis on parle de frais d'hôtel en tout cas, pour des personnes qui sont venues au Canada en tant que réfugiés et qui avaient besoin de soutien jusqu'à temps qu'il y ait une situation plus permanente qu'ils arrivent en tout cas à trouver. Puis je voulais le souligner parce que Doug Ford en a parlé aussi mercredi durant le conseil de la fédération en disant, écoutez, j'ai des gens dans ma province qui sont à l'hôtel encore, qui peuvent pas travailler. On parle bien sûr de gens qui sont réfugiés, qui n'ont pas encore des fois le statut, que leur demande est en cours d'analyse. Des fois, ça prend presque 3 ans. François Legault aussi en a parlé. Puis, il faut pas oublier qu'à chaque fois, les provinces doivent demander de l'argent, doivent demander d'être remboursées à Ottawa. On se souvient que, par exemple, le Québec avait envoyé une facture à peu près de 750 millions de dollars la dernière fois. C'était, je pense, en juin l'année dernière. Il y a encore une autre facture qui est en cours de préparation, puis on apprend ça de notre collègue dans le journal de Montréal. Donc, tu vois que c'est un dossier qui continue et peut-être on va voir s'il y aura des ajustements concernant tout ça parce que plus les délais sont longs, plus ça prend du temps pour la bureaucratie de traiter ces demandes et plus aussi les coûts augmentent. C'est ce chiffre quand même de plus de 2 milliards de dollars, puis on parle vraiment seulement de frais d'hôtel, de frais de subsistance. C'est quand même un chiffre qui est important. Ouais. D'ailleurs, ça a été souligné, ça, au Conseil de la Fédération. Les premiers ministres des provinces qui commencent à taper du pied, commencent à s'impatienter en disant est-ce qu'on peut, entre autres, accélérer là, le processus là, pour ce qui est des demandeurs d'asile. Mais est-ce que tu crains qu'on rejoue encore une fois dans ce même film-là? Je m'explique. Il y a toutes les politiques migratoires mises de l'avant par le président américain, les gros shows avec l'Alcatraz des alligators. On sait à quel point l'immigration, c'est une priorité de cette administration-là, coûte que coûte. Et là, ben, qu'est-ce qui arrive? On a déjà eu certains chiffres là, qu'à la frontière, par endroit, il y a eu une forte augmentation des demandeurs d'asile. Est-ce que tu crains dans les prochaines semaines, justement, qu'on ait à supporter un afflux de migrants aussi grand, sinon même plus grand que ce qu'on a connu là, dans les dernières années? Oui, je pense que c'est toujours en tout cas une éventualité. Je pense que selon les politiques de M. Trump, selon l'actualité, c'est sûr que des fois on peut s'attendre à ce qu'il y a des pics. D'un autre côté, il ne faut pas aussi oublier que normalement le gouvernement fédéral a investi plus d'argent à la frontière. On parle de drones, on parle de plus de ressources pour en tout cas détecter aussi ces entrées illégales ou irrégulières des États-Unis vers le Canada. Puis n'oublions pas aussi que normalement, le Canada a signé un accord avec les États-Unis, ce fameux accord qu'on appelle des tiers pays sûrs, et que normalement, ils doivent être refoulés aux États-Unis, selon certains, s'ils n'ont pas fait leur demande, en tout cas dans le premier pays où ils sont rentrés. Donc, je pense que c'est un dossier qui est toujours un tout petit peu, comme je dis, sur le back burner, que ce soit le nombre, le chiffre, on va peut-être voir des pics à l'automne, et aussi les coûts, comme ça, tous les 2, 3 mois, il y a des chiffres qui sortent concernant les coûts, puis je pense que c'est un problème qui va
continuer en tout cas avec ce qui se passe aux États-Unis, bien évidemment. Maintenant, Rodolphe, est-ce que Mark Carney va réussir à réaliser ce que plusieurs premiers ministres avant lui n'ont pas réussi à faire, c'est-à-dire de un freiner l'augmentation de la grosseur de la fonction publique, voire même lui imposer une cure minceur? On a certains chiffres qui circulent. Oui, il y a le Centre des politiques alternatives qui a sorti ce chiffre de 60 000, à peu près 56 000, 57 000 fonctionnaires qui, selon ces calculs, selon les coupures ou selon la réduction de budget est en train d'être circulée, en tout cas à Ottawa, ce serait l'impact sur la fonction publique. Donc, il y a deux choses que je veux dire. Moi, ça fait longtemps que je déchire ma chemise, en tout cas sur le fait qu'on n'a pas de budget à Ottawa et que oui, il n'y a pas de contrôle des dépenses et comment ça se fait que le gouvernement de M. Carney fait comme ça des annonces de plusieurs milliards de dollars sans avoir un cadre financier. Et de deux, j'ai envie de dire, je vais le voir quand je vais le croire. Ça veut dire beaucoup de gouvernements ont dit oui, on va ralentir le rythme des dépenses, oui, on va s'assurer qu'il y a une certaine rigueur. Combien de fois j'ai entendu des gouvernements dire on va faire une revue stratégique des programmes dans le but d'économiser, mais est-ce qu'on va véritablement couper? Est-ce qu'il va vraiment avoir des coupures dans la fonction publique? Ne l'oublions pas que le chiffre des fonctionnaires a énormément, énormément augmenté sous Justin Trudeau. On est à peu près maintenant à 360 000, je pense, fonctionnaires. Moi, à mon époque, quand j'ai quitté le gouvernement en 2015, je pense qu'on était dans les 250 000 fonctionnaires, par exemple. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on en a pour notre argent réellement? Regardons ça objectivement. Là. Tu te dis la fonction publique grossit, 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 grossit. Est-ce que nous, comme contribuables, lorsqu'on doit se tourner vers l'appareil fédéral, est-ce qu'on a de meilleurs services? Est-ce qu'on nous répond dans de meilleurs délais, par exemple? Est-ce qu'on fait face à une fonction publique plus agile, plus efficace? Ou au contraire, est-ce qu'on entend dans les médias et dans notre entourage, parce que c'est une indication aussi qui est précieuse, davantage d'histoires de « Ah, c'est les 12 travaux d'Astérix, c'est compliqué, un formulaire attend pas l'autre, puis après ça, on est barouetté d'un bord puis de l'autre, puis là, on rappelle, puis on parle pas à la même personne, puis on poirote sa ligne pendant 3 heures. » On est en droit de se questionner, sans sonner cliché, là, on est en droit de se questionner, est-ce qu'on en a réellement pour notre argent? Alors moi, si Mark Carney veut si les babines suivent les bottines, okay? Puis si Mark Carney va au bout de ça, je vais être le premier à applaudir. Mais je suis un peu sceptique, Rodolphe. Oui, je pense qu'on a le droit d'être sceptique. Je crois que beaucoup de Québécois, beaucoup de Canadiens trouvent qu'on n'en a pas pour notre argent en termes de services, en termes de quand tu dois, excuse-moi l'expression, dealer avec la bureaucratie fédérale. On l'a vu, par exemple, juste, tu sais, un gouvernement qui n'arrivait pas à faire des passeports, c'est quand même extraordinaire. C'est quand même un service de base. On s'en souvient que ça s'est passé. Que ce soit aussi, moi, j'ai l'impression que la vie, c'est tellement compliqué pour les citoyens. Même, on a essayé de dire, on va rendre ça plus facile, on va faire des portails, on va faire des portails. Et on dirait qu'à chaque fois, c'est plus difficile. Ah, est-ce que tu as le code de ci? Est-ce que tu as ci pour accéder à ça? Allez voir votre dossier numérique, etc. Juste par exemple, si on a une question à l'Agence du revenu, c'est devenu tellement difficile aussi maintenant. Il y a plein de lois, plein de réglementations, des choses qui changent. Si on a des questions, imaginez le nombre de gens qui sont travailleurs autonomes maintenant qui a beaucoup augmenté. Si vous avez des questions pour l'impôt, bonne chance pour réussir en tout cas à avoir une réponse de l'agence des agences fédérales concernant ou provinciales concernant l'impôt. Donc je pense que oui. Et oui, je pense que on n'a jamais revu complètement comment l'État fonctionne et de mettre en tout cas le citoyen au centre des services, de dire notre travail. Moi, j'ai toujours cette vision que le gouvernement est là pour rendre la vie plus facile à ses citoyens, pas plus difficile. Ben, t'as tellement raison, Rodolphe. Ça devrait... Quand on se tourne vers l'appareil gouvernemental, là, OK, parce qu'on a besoin de quelque chose, il faut qu'on clarifie une situation, ça devrait être... Monsieur Ossini, là, on est là pour vous, puis ça va être facile, ça va bien aller, OK? On va vous prendre, ça va être du point A au point B. Notre portail, ça va être facile, ça sera pas complexe. Et je te dirais que je pense qu'on est plusieurs à rouler des yeux lorsqu'on est obligé, parfois, la vie n'a pas le choix, là, lorsqu'on est obligé, que ce soit au provincial ou au fédéral, de se tourner vers les services gouvernementaux. Bon, avant qu'on se quitte, une poursuite du couple Macron qui ont dans leur mire une influenceuse. Oui, je voulais en parler parce que je me mets juste dans mes chaussures d'ancien conseiller politique. Jamais j'aurais pensé qu'un gouvernement, qu'un porte-parole d'un président français, par exemple, devrait continuer à nier ou à dire que c'est pas vrai ces fameuses rumeurs de l'influenceuse américaine
en tout cas, que la conjointe du président français, Brigitte Macron, n'est pas une femme. Et j'ai lu il y a cette poursuite qui a été déposée, c'est-à-dire le couple doit vraiment être à bout pour déposer, en tout cas, une poursuite aux États-Unis et de fournir des documents dans la poursuite en disant, regardez, c'est une femme, arrêtez de dire que c'est pas... Écoute, je peux pas imaginer au bout d'un moment comment ça se fait qu'on est rendu dans un monde où on est rendu là où qu'un président français doit dire, et moi je l'ai entendu Macron le dire, c'est-à-dire ma femme est une femme, je l'ai entendu des porte-paroles du gouvernement arrêter, et là maintenant une poursuite d'un couple présidentiel français aux États-Unis pour faire cesser en tout cas puis, ces rumeurs et surtout demander dommages et intérêts. C'est quand même extraordinaire dans quel monde on vit actuellement. Ah oui, t'as raison, Rodolphe. On vivait vraiment une époque fascinante. Hey, merci à toi. À la prochaine. Merci Alexandre, bon week-end.